Oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition des Plaidoiries pour un polar. Nous tenons à remercier tout particulièrement le barreau de Dijon qui contribue à rendre cet événement possible au fil des années. Cette année, le jury élira son roman préféré et vous aurez la possibilité, vous, public, de voter pour la meilleure plaidoirie. Maître Raoul Guipon défendra L'Orfèvre d'Aurélien Loz. Maître Julie Finance défendra Mauvais cœur de l'autrice Audrey Brière. Puis Maître Mathilde Perche, veuillez m'excuser, défendra On ne sait rien de toi de l'auteur Fabrice Tassel. Les bulletins de vote ont été disposés sur vos chaises. Nous vous ferons passer des urnes à la fin des plaidoiries et je vous invite à bien voter pour le livre sur vos bulletins. Je ne monopolise pas plus l'attention et je laisse la place à Maître Abramovitch. Mesdames, Messieurs, la Cour, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir à tous. Avant que l'audience proprement dite ne débute, j'ai quelques remerciements à adresser et des informations à vous livrer. Je souhaite tout d'abord remercier la ville de Dijon, représentée ce soir par Madame la deuxième maire adjointe, Madame Martin, pour l'organisation de ce festival clameur et plus particulièrement de Plaidoiries pour un polar. Cet événement commençait il y a plus de 10 ans, de manière très modeste. C'était l'après-midi, en extérieur, sur certaines places de Dijon, et qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il canicule, il fallait tenir le chaud. Depuis plus de 4 ans, on nous donne des écrins de qualité, des salles de bibliothèque, la salle des États l'année dernière en mairie de Dijon. Et cette année, quel écrin! Vous êtes dans cette cour d'appel de Dijon, dont je dirai un mot dans un instant. Je souhaite également remercier Madame Frérot-Bourdeau, qui est la cheville ouvrière de Plaidoiries pour un polar avec le barreau de Dijon. Vous avez une chance inouïe ce soir, puisque vous vous trouvez au sein de la cour d'appel de Dijon, bâtiment de 500 ans, où la justice est rendue depuis le XVIe siècle. Je souhaite remercier Madame Broutchou, première présidente de cette cour, qui nous a récemment quittés pour une bonne raison, pour sa retraite, qui nous a permis d'utiliser ce soir ce lieu chargé d'histoire. Je remercie son successeur, Monsieur le Président Alain Châteauneuf, ainsi que Monsieur Philippe Astruc, procureur général, qui nous ont laissé ce lieu également. Monsieur le Premier Président, nous sommes très honorés de votre présence parmi nous ce soir et bienvenue chez vous. Cette salle où vous êtes est dite salle des pas perdus ou salle Saint-Louis, avec derrière nous la chapelle du Saint-Esprit. La salle mesure 40 mètres, 13 mètres de large et s'élève à 13 mètres 50. Sa construction a duré 10 ans, de 1572 à 1582. Je remercie également le barreau de Dijon, dont je suis la représentante encore pour cette année, avec plus particulièrement des remerciements pour Maître Abramovitch, qui m'épaule dans la préparation de cet événement. Et je remercie mes 3 confrères qui ont accepté de se prêter ce soir à ce jeu. Julie, Mathilde, Raoul, c'est le grand soir, et ce soir vous êtes les ambassadeurs du barreau de Dijon. Je remercie aussi les auteurs. Quelle mouche vous a piqué? Venir comparaître devant une cour pour un délit non prévu par le code pénal, encourir des peines inconnues
et non prévues par le Code pénal, quel défi ou quelle folie. Vous allez voter tout à l'heure pour la meilleure plaidoirie. Vos voix sont prépondérantes puisque notre jury, que je vais vous présenter, ne compte que pour une voix. Donc c'est vous qui ferez ce soir l'élection de la meilleure plaidoirie. L'événement est entièrement capté ce soir et sera accessible sur les réseaux sociaux parce que nous avons refusé encore du monde ce soir, d'ici quelques jours, et je vous invite évidemment à en faire une publicité auprès de vos proches. À la fin de l'audience, les auteurs vous attendront au fond de la salle et pourront vous dédicacer leurs livres. Un mot donc sur la composition du jury. Outre votre serviteur, bâtonnier de l'Ordre des avocats, le jury comprend Madame Florence Lhéritier, vice-bâtonnier du barreau de Dijon, Madame Gaïc, bibliothécaire à la ville de Dijon, Madame Kuens, magistrat et conseillère à la Cour d'appel de Dijon, elle est donc chez elle, Madame Culas, usagère de la bibliothèque municipale, Madame Vanig Berton, journaliste au bien public, et enfin, tout à ma droite, Maître Nathan Pasco-Clépin, avocat au barreau de Dijon et dernier vainqueur de la meilleure plaidoirie lors de l'édition 2024. Enfin, dans le rôle des procureurs de cette audience, quoi de mieux que de vrais magistrats, de vrais parquetiers, qui dirigent les enquêtes et requièrent chaque jour. Je remercie Monsieur le procureur adjoint David Dufour et Madame la substitut Aurélie Lagarde d'être ce soir la voix de l'accusation. Et comme dans les vraies audiences, je vous invite à mettre vos téléphones sur silencieux et je me ferai un plaisir de sortir Manu Militari, tout récalcitrant. L'audience va débuter et nous allons appeler le premier dossier. Il s'agit du livre L'Orfèvre par Aurélien Loz. Monsieur Loz, je vous demande de faire connaître à la Cour et au public vos noms, prénoms et lieux de naissance. Je m'appelle Aurélien Loz, je suis né à Mont-Saint-Aignan. Et la date? Le 4 mai 1982. Je vous remercie. Vous êtes assisté de maître Raoul Guipon, avocat au barreau de Dijon. Monsieur Loz, vous avez au cours de cette audience le droit de vous taire, le droit de faire une déclaration spontanée ou de répondre à nos questions. Que choisissez-vous? En fait, non, ne choisissez pas. Vous êtes contraint de répondre à nos questions. Vous comparaissez pour avoir écrit ce livre, L'Orfèvre. En êtes-vous bien l'auteur? C'est exact, oui. Très bien. J'ai lu que vous aviez mis 10 ans à dessiner et concevoir cette bande dessinée. Est-ce vrai et pourquoi un temps si long? Oui, c'est vrai, eh bien, parce que j'ai un autre métier à côté, parce que c'était un projet personnel que je faisais petit à petit. Je n'avais pas imaginé non plus l'ampleur du travail, et comme je suis très méticuleux, je prenais le temps qu'il fallait prendre. Merci. Tous les personnages de la bande dessinée sont des animaux anthropomorphes. Pourquoi ce choix? Vous êtes meilleur en dessin pour les animaux? Non, pas du tout, mais la raison m'est propre. Je suis désolé, je ne répondrai pas. Je souhaite que chaque lecteur fasse sa propre opinion sur ce choix-là. Vous avez dit qu'il fallait répondre aux questions, monsieur Loz. J'ai répondu. Alors, le public l'a peut-être pas encore vu, mais pas une once de couleur dans cette bande dessinée. Noir, c'est noir, hein? Vous êtes un fan de Johnny Hallyday? Non, pas du tout, mais j'adore dessiner en noir. Je trouve qu'il y a comment dirais-je, un défi supplémentaire de ne pas mettre de la couleur. Et esthétiquement, je préfère, et ça s'y prêtait très bien aussi pour l'esprit de l'histoire et de la bande dessinée. Je vous remercie, j'ai plus de questions. Mes assesseurs ont-ils des questions? Très bien.
Madame, Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Très bien. Eh bien, je vous laisse la parole pour vos réquisitions. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Monsieur de la Cour, alors, demander à un magistrat du parquet de prendre des réquisitions sur une bande dessinée, c'est prendre un risque. Nous qui sommes connus pour notre rigidité et notre côté peu ouvert. Alors déjà, je me suis demandé si j'allais pas saisir la DGSI avec cette lecture dans les deux sens. Son auteur ne serait-il pas radicalisé? Et ce, d'autant plus que tout se déroule dans un chaos indescriptible et que les dialogues, si on peut appeler ça des dialogues, se résument à des args, spunk, flank, grrr. Mais enfin, monsieur, nous sommes français, même si votre nom a quelques consonances, encore un qui déconstruit tout. Le temps. Je n'ai même pas compris à quelle époque nous étions. À un moment, j'ai cru comprendre. À l'époque de la Commune, évidemment. À d'autres moments, non. Le sens de lecture. Tout est déconstruit, tout. Même nos livres seraient-ils grand remplacés? Qu'il était bon le temps d'Hergé, dénonçant les soviets, glorifiant le temps des colonies, où on pouvait dire des sauvages qu'ils étaient des fainéants. Et c'était Milou qui le disait. Que voulez-vous? Maintenant, on ne peut plus rien dire. Alors on se contente de poum, schlack, gris. Alors que quand même, les sapristis, c'est inouï. Ou les saperlipopètes, ça avait une autre gueule. Vous mettez nos forces de police au même niveau que les animaux. Quelle indignité! Tout est en noir et blanc. Pourquoi? On n'y comprend rien. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'on veut montrer? Je ne sais pas. Et je dois vous avouer que je n'ai pas compris. Peut-être que mon éminente collègue, Aurélie Lagarde, aura, je l'espère, quelques explications à nous fournir au sujet de ce délire scriptural. Madame le bâtonnier, mesdames et messieurs les jurés, mesdames, messieurs, je partage évidemment l'avis de mon talentueux collègue. Il faut bien s'autocomplimenter puisque je pense que nous sommes les seuls à nous aimer dans cette salle. Sur cette BD, je suis d'accord. Pouvons-nous enfin oser l'originalité? J'ai pourtant espéré au moment d'ouvrir l'orfèvre. Parce que, bien entendu, conserver le même sens de lecture est désormais réservé à la lecture classique, aux anciens. Le livre se lit dans les deux sens, il faut se munir d'un mode d'emploi. J'ai quand même eu quelques doutes. Je ne sais pas si le livre est complexe ou le lecteur considéré comme limité. Feu, le petit village d'irréductibles gaulois. Maintenant, le début est en réalité la fin le début. On casse les codes. Modernité ou inflation du prix du papier, vous en déciderez. Dans cette BD, je retrouve le doux souvenir de regarder un dessin animé rembobiné sur VHS. Exit néanmoins l'univers paisible du Roi Lion, La Bête a mangé la Belle. D'ailleurs, pour tous les lecteurs de ce livre, une cellule psychologique sera mise à votre disposition. Meurtre, viol, mutilation, guerre civile. Monsieur Loz, vous me semblez avoir besoin de vous confier. Alors, puisque cela vous plaît, tuez tous vos personnages, mais par pitié, épargnez les animaux. Tentative d'imitation de La Fontaine ou expression de vos sombres désirs? Alors oui, c'est acquis. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et comme dans cette BD, on est toujours plus fort qu'un autre, à la fin, il ne reste donc plus grand monde dans votre univers. Puisque tout personnage auquel on est susceptible de s'attacher meurt subitement dans les 3 pages de lecture suivantes, et compte tenu de votre obsession à découper nos amis les bêtes, je requiers à l'encontre de ce livre une peine utile,
conforme à ses sombres penchants. Un envoi de l'œuvre au sein des abattoirs Charal. Justine, le cheval, saura agrémenter vos lasagnes. Merci, Madame et Monsieur le procureur de la République. Maître Guipon, vous avez la parole pour la défense de Monsieur Loz et de son ouvrage L'Orfèvre. Merci, Madame le Président. Quand je serai grand, je serai méchant. Voilà les mots lancés à mon grand-père, alors au volant de sa Citroën Xara, dans les années 2000. Mais faute de perspectives d'avenir, la filière étant bouchée, j'ai finalement décidé d'aider les dits méchants. Et c'est tout naturellement que je me suis orienté vers la magnifique profession d'avocat. À cet égard, le célèbre avocat fictif, Michael Haller, toujours ponctuel au demeurant, déclarait « Le client le plus effrayant qu'un avocat puisse avoir, c'est un innocent. Parce que si vous faites une erreur et qu'il va en prison, c'est avec ça que vous devez vivre. » Et aujourd'hui, je suis profondément effrayé. En effet, j'ai l'immense honneur de défendre devant vous un innocent. Et je ne parle pas de cette gamme de jus de fruits beaucoup trop sucrés. Je ne parle pas non plus d'un homme fait de chair et de poils, mais bien d'un livre. Et là est tout le paradoxe. Nos ouvrages, bien qu'extrêmement bavards, n'ont pas le droit à la parole dans nos prétoires. Il faut discourir pour eux. Alors, Madame le Président, Mesdames, Monsieur, il est venu, non le temps des cathédrales, mais celui de l'Orfèvre, bande dessinée ouvragée par l'illustre Aurélien Loz. Venez, approchez et admirez cet objet tant de convoitise que de controverse. Vous savez, le plus difficile lorsque l'on défend un accusé est que le fond peut être dissocié de la forme. Je m'explique, vous allez comprendre. Vous pouvez défendre le pire des malfrats, lequel aura violé et décapité 6 petites filles dans un sombre village vosgien, si il comparait à l'audience, muni de ses plus belles frusques et d'une verve adéquate, il suscitera la compassion. À l'inverse, le prévenu, qui comparaîtra en guenille, avec le vocabulaire emprunté à Jacouille, prendra nécessairement 10 ans ferme pour un simple vol de pommes frelatées. Autrement dit, il n'est pas suffisant, à l'instar d'un violoncelle, d'avoir une belle voix si on a le ventre creux. Alors qu'en est-il de mon client? Voyons d'abord ses atours. Premier constat, l'Orfèvre est la seule bande dessinée de ce procès, de toute l'histoire de ce procès. Ainsi, si aujourd'hui nous parlons de livres au pluriel, mon client demeure singulier. Deuxième constat, quelle narration inventive! Pour les rares badauds incultes ici présents, mon client mérite ses initiales, à savoir BD. En effet, il s'agit d'une véritable baffe dynamique ou d'un bonbon détonnant, le tout avec une bascule de dingo. Non, plus sérieusement, mon client peut se lire dans les deux sens, puisqu'il y a 2 histoires, lesquelles se reflètent comme dans un miroir. C'est épatant. Ainsi, fini la méthode morose de lecture, à base de doigt léché, doigt mouillé, page tournée, doigt léché, doigt mouillé, page tournée. Voilà. Terminé. Au-delà de cette magistrale ingéniosité, mon client est le seul qui soit illustré,
Attention, je ne parle pas de simple griffonnage. Non, 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 tenez-vous bien. Le tracé de ces dessins est fait au stylo bille sur près d'une décennie. Mais quel courage, quelle abnégation! Et c'est dans l'âpreté que sont forgés les plus grands livres. Prenez le journal d'Anne Frank ou Une saison en enfer de Primo Levi. Et aujourd'hui, on voudrait condamner ce bijou d'orfèvrerie, ce procédé de sublimation de l'encre en or. Et ce, à l'heure où la France délocalise son savoir-faire et dégringole dans les classements internationaux. Mais condamnez, et vous serez responsable de la fuite du peu de cerveau qui nous reste. D'ailleurs, en parlant de cerveau, avez-vous remarqué l'intelligence qui dégouline de mon client? Nous venons de voir la forme, voyons le fond. La place de mon client n'est nullement derrière les barreaux ni dans un prétoire, mais bien dans chaque devanture de nos librairies et au cœur de nos écoles. D'ailleurs, Victor Hugo lui-même déclarait « Le seul livre qui ne quittera jamais ma table de chevet est l'Orfèvre. » Et pour cause, mon client est un véritable séducteur. Il saura charmer tant les amateurs de polar nordique que les férus d'histoire ou les écolos activistes. En effet, il s'agit d'une œuvre profondément écologique. Les personnages sont anthropomorphiques. Ainsi, au cours du récit, vous rencontrerez Justine, la licorne et non le cheval, mais aussi Hippolyte Sisyphe, un policier téméraire dessiné sous les traits d'un loup-bar. Le cœur de l'intrigue repose sur l'exploitation mortifère des ressources du vivant. Et cela m'évoque cette citation de Marguerite Yourcenar. « Nous avons transformé les animaux en machines à produire, en instruments de nos plaisirs ou en objets de curiosité. Mais nous avons oublié qu'ils partagent avec nous la capacité de souffrir. » En réalité, nous ôtons sans remords ni regret la seule chose que les animaux possèdent vraiment, leur vie. Au-delà de cet aspect environnemental, chers amis adorateurs des énigmes policières de haut vol, mon client est aussi fait pour vous. Tous les bons ingrédients sont réunis. Et comme le disait Michael Jackson, il n'y a pas meilleur thriller. Avec l'Orfèvre, vous rencontrerez des groupuscules occultes, comme la paroisse de Charonne, laquelle est suspectée d'un ineffable trafic. Avec l'Orfèvre, vous aborderez à la manière de Minority Report les enjeux technologiques de demain à travers la firme Hitlotech et les nanotechnologies. Avec l'Orfèvre, vous plongerez dans les tensions politiques avec le MOI, le mouvement des objecteurs de conscience, lequel prône la lutte contre le grand capital. Mais l'aspect de mon client qui m'a le plus touché est le suivant. Avec l'Orfèvre, attendez-vous à découvrir ou redécouvrir les grands moments de notre histoire nationale. La Seconde Guerre mondiale et sa redoutable collaboration. Mai 68, c'est lancé de pavés. Ou encore ma préférée, la Commune de Paris et le mur des fédérés, marquant la fin de la semaine sanglante en mai 1871. Ce livre est incrusté de toute une pléiade de références historiques, tant par les mots que par les dessins. Et il appartiendra aux jurés, curieux, de les débusquer avec gourmandise. Voilà, c'est sur cette note appétissante que je clôt ma plaidoirie, mais je vais vous surprendre. Je réclame la condamnation de mon client. Je souhaite qu'à vie, l'Orfèvre soit reclus, et ce, au sein de votre bibliothèque,
afin que jamais, au grand jamais, il ne puisse la quitter. Nous vous remercions, Maître Guipon. Monsieur Loz, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Souhaitez-vous ajouter quelque chose à votre défense? Non. Merci. Deuxième dossier de cette soirée, j'appelle Audrey Brière pour Mauvais cœur. Bonsoir madame. Je vous demande de faire connaître à la Cour et au public vos noms, prénoms et lieux de naissance. Je m'appelle Audrey Brière et je suis née à Poitiers. À quelle date? Le 6 novembre 1985. Merci. Vous êtes assistée de Maître Julie Finance, avocat au barreau de Dijon. Vous avez entendu ce que j'ai dit à monsieur Loz. Vous n'avez pas le choix ce soir. J'ai bien compris. Oui, vous répondez aux questions. Vous comparaissez pour avoir écrit ce livre, Mauvais cœur. Vous en êtes bien l'auteur? Tout à fait. Très bien. Madame Brière, vous transportez le lecteur dans ce livre en un lieu unique et très original et dont j'ignorais l'existence sur le territoire français. Pouvez-vous en parler pour le public ce soir? Oui, donc le Mauvais cœur se passe au Familistère de Guise, qui se trouve dans le nord de la France et qui est une expérience sociale, une utopie réalisée. Parlez bien dans le micro. Des meurtres sont commis, beaucoup de meurtres, je rectifie, avec beaucoup de sang. Vos deux flics, Esther et Mathias, sont des écorchés vifs, des abîmés de la vie. Pourquoi ce choix pour les héros de votre livre? Parce que c'est plus intéressant à écrire. Et à lire. Et à lire. Vous faites enquêter ces deux flics dans un temps où il n'y a pas d'ADN, pas de téléphonie portable, pas de carte bleue, tout ce qui aujourd'hui est passé au crible immédiatement par les enquêteurs et qui permet de faire avancer les enquêtes. Comment vous êtes-vous documenté sur les méthodes de la police au début du XXe siècle? J'ai fait beaucoup de recherches sur les premières méthodes de police scientifique et puis toutes les suites de ces méthodes dans les années 20, dans les années 10, 20, 30. Donc je me suis documentée, c'est des sources qui sont très accessibles parce que c'est loin mais c'est quand même assez proche et il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Je vous remercie. Mes assesseurs ont-ils des questions? Monsieur le procureur, des questions? Eh bien, monsieur le procureur, vous pouvez vous asseoir, madame. Nous vous laissons la parole pour vos réquisitions. Mesdames, Messieurs, me demander à moi, piètre lecteur, de prendre des réquisitions critiques sur un roman. Je pense, eu égard à mon âge, que mes anciens professeurs de français doivent se retourner dans leur tombe. Ça, c'est la version pessimiste, ou dans leurs EHPAD, c'est la version optimiste. Alors, croyez-moi, cet exercice est difficile, et moi qui suis bon public, ayant toujours eu le plus grand respect pour les créateurs, raconteurs d'histoires et d'exploration de l'âme humaine, c'est comme dirait notre Premier ministre, attaquer l'Himalaya. J'espère simplement le faire de façon un peu plus dynamique. En commençant Mauvais cœur, il m'a d'abord fallu chercher ce qu'est un familistère et trouver ce que représente le familistère de Guise, lieu où se déroule une partie de l'intrigue. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la définition d'un familistère, il s'agit d'un établissement où plusieurs familles ou individus vivent ensemble dans une sorte de communauté
et trouvent dans des magasins coopératifs ce qui leur est nécessaire. Le Familistère de Guise a été créé par Gaudin, industriel, fondateur de l'entreprise fabriquant les poêles. Il y logeait ses salariés, volontaires pour y habiter, et le lieu était autogéré par ses habitants, et ce dans le but d'améliorer la condition ouvrière à l'époque. Vous avez vu qu'on imagine mal de nos jours un patron du CAC 40 avoir ce genre de préoccupation et léguer, comme l'a fait Gaudin, son entreprise à une coopérative ouvrière. Bel hommage à la classe ouvrière, mais encore une utopie, une de plus. Et puis bientôt, les ouvriers, les employés auront voix au chapitre et nous serons tous logés à la même enseigne. Quelle fable, cette alliance du capital et du travail. Gaudin est au choix soit un odieux gauchiste, et pour les gauchistes, un affreux patron paternaliste. Voilà la réalité. Maintenant, si je dois résumer l'intrigue de ce livre, le pitch, comme on dit, on va dire qu'il s'agit d'un homme et d'une femme qui enquêtent sur plusieurs meurtres, à plusieurs années d'intervalle, 2 ans, commis en région parisienne et au Familistère de Guise, avec pour point commun la découverte sur chaque scène de crime d'un billet sur lequel est écrit à la main « Je vous pardonne ». Ernest et Sarah Lamentin à Colombes, Désiré Orsini à Colombes, les Tron en 1920, et Paul Bocquer, Éléanore Fontaine et enfin Rosalie Escudé en 1922 au Familistère. 5 personnes mortes dans des conditions très différentes et en des lieux différents. Un policier et une assistante de médecin légiste vont enquêter et se retrouver à cause ou grâce à ces meurtres. Et là, pourquoi nous mettre une histoire d'amour entre les deux ? Franchement, est-ce nécessaire ? Faut toujours qu'il y en ait une. Mais franchement, et en plus celle-là c'est une reprise, puisqu'avant elle l'a quittée sans explication et le pauvre inspecteur ne comprend pas. Bref, vous voyez le tableau, si classique. Durant cette enquête vont se révéler leurs failles en lien avec leur propre traumatisme, mais aussi et surtout les effets désastreux de ceux infligés à des enfants par conformisme, par la misère, les racines du mal auxquelles nous sommes régulièrement confrontés. Allez, et là encore, on y va dans la culture de l'excuse. Les faits, rien que les faits, parce que les auteurs sont. Voilà ce que demandent les vrais gens. Je suis toujours très critique envers la littérature policière, car elle met au centre la police, parfois le juge d'instruction, mais quasiment jamais le procureur de la République. Alors certes, nous ne sommes peut-être pas très sexy, avec nos casques sur la tête à répondre au téléphone toute la journée, mais notre fonction première est tout de même de contrôler et de diriger l'activité de la police judiciaire. Et je vous assure que j'ai vu certains collègues résoudre par une idée fulgurante des affaires criminelles qui, a priori, ne l'étaient pas. Et là, non, on a M. Lavaux qui ne rend compte à personne. M. Lavaux ne rend compte à personne, si ce n'est à son commissaire, à un bref moment du livre. Il est vrai qu'à l'époque, le code de procédure pénale devait être tellement moins complexe, on n'allait pas s'embêter avec des avocats, des accès au dossier et le contradictoire. Et en plus, cette littérature s'en prend à l'honneur de notre armée en s'en prenant à Bertillon, père de la police scientifique, mais en insistant sur quoi ? Ces soi-disant erreurs dans sa brillante analyse du bordereau qu'il attribue à Dreyfus est retrouvée dans les poubelles de l'ambassade d'Allemagne. L'intrigue du roman est un cauchemar pour un parquetier. Des meurtres commis à des endroits différents, avec un mode opératoire différent, sans mobile apparent, sans trace scientifique, mais avec un seul point commun. Alors ce type de situation aujourd'hui donnerait lieu à de magnifiques parties de ping-pong entre parquets et entre services de police. Sans doute que sans Mathias Lavaux et Esther Louve, ces meurtres auraient fini aux archives ou fait condamner des innocents, une fois de plus, pour l'autorité judiciaire. Mais s'ils avaient été commis plus tard, ils seraient sans doute au pôle Cold Case de Nanterre. Non, mais clairement, c'est cela que ça veut dire. Encore une attaque en règle à l'égard de l'autorité judiciaire.
L'auteur, alors il paraît que maintenant on dit autrice, a dû encore être conseillé par un avocat. Les réquisitions se terminent toujours par une peine. Aujourd'hui, nous jouons, nous avons cette liberté de jouer. Mais n'oublions pas que dans certains pays, certains auteurs sont réellement condamnés pour ce qu'ils écrivent. Cependant, et pour satisfaire à l'exercice, je requiers que ce livre truffé d'idéalisme et de culture de l'excuse soit condamné à être placé en tête de gondole à la bibliothèque de Guise et distribué gratuitement aux visiteurs du Familistère, ça permettra d'écouler les invendus, et que son autrice, au pétard, j'ai du mal à le dire, soit condamnée à écrire un nouveau livre pour l'année prochaine, qu'on puisse à nouveau boire un verre et faire une bonne bouffe. J'espère simplement qu'on ne me retrouvera pas mort avec à proximité un billet portant la mention manuscrite. Je vous pardonne. Merci, monsieur le procureur. Maître Finance, vous avez la parole, s'il vous plaît. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, ce soir on s'intéresse au Familistère de Guise, cette utopie socialiste du XIXe siècle pensée par un industriel visionnaire, Jean-Baptiste Gaudin. Oui, celui qui a inventé les poêles. Comme quoi, derrière la fonte, ça chauffait aussi côté idée. Bon, le principe est simple. Offrir aux ouvriers un cadre de vie digne, propre, presque enviable. Une piscine, une école, un économat, bref, le bonheur version industrielle. Dans Mauvais cœur, on explore avec un certain étonnement ce familistère au début du XXe siècle. Et inutile de chercher des capuchons blancs ou des rituels obscurs, car nous ne sommes ni dans une secte, ni dans le village des Schtroumpfs. Bon, vous voyez le coup venir. Mauvais cœur, c'est l'histoire d'une utopie qui tourne au vinaigre. Car forcément, à force de vouloir tout partager, eh bien on finit par partager le pire. Et oui, les hommes au mauvais cœur ne sont pas différents à l'intérieur du familistère que partout ailleurs. Mauvais cœur, c'est le roman de cette désillusion. C'est un polar historique sous huis clos qui relate l'enfermement collectif où le rêve d'harmonie tourne au cauchemar. C'est l'histoire de la défaillance d'un homme face à la volonté d'un autre de préserver un idéal fragile, un colosse aux pieds d'argile. Alors ici, pas de vengeance au menu, mais une colère restée trop longtemps sur le feu et forcément, ça déborde. Et comme dans toute bonne recette de cuisine, on y retrouve les ingrédients indispensables, car Madame le Président, Mauvais cœur comprend non pas une, mais 2 enquêtes, 2 lieux, 2 époques, 2 lots de cadavres, diantre. Je vous mets dans l'ambiance de l'époque. On ne lésine pas sur les Maccabées. Bon, les victimes ne sont toutefois pas choisies au hasard, car, je le rappelle, le bourreau a lui aussi été brisé. Alors attention, hein, ce n'est pas un polar qui se vautre dans le gore ou dans la gratuité. Non, ici le sang est une trace, mais jamais une fin en soi. Et pour preuve, pour chaque meurtre, une délicatesse inattendue, un mot laissé sur les corps, je vous pardonne. Pour résoudre cette enquête, un duo de choc. Mathias Lavaux, inspecteur principal, look patibulaire, humour désabusé et mémoire d'éléphant. À croire qu'il a choisi son métier comme on choisit un exorcisme, pour affronter ses démons. Mathias Lavaux n'oublie rien, les visages, les blessures, les échecs. C'est à la fois son talent et sa damnation. La mémoire comme outil de justice, la mémoire comme poison lent. Mieux encore, il a peur du sang. Un flic hémophobe, non mais vous conviendrez que c'est original. Alors certes, Madame le Président, il ne rend de compte à personne. Mais c'est précisément cette liberté qui confère au personnage son charme désinvolte. Et non, ce n'est pas un adepte scrupuleux du code de procédure pénale, mais plutôt un maître dans l'art d'activer ses réseaux. Et ça marche. Et surtout, entre nous, il faudrait être bien naïf pour croire que la justice se rend uniquement à la lumière des textes sans l'ombre d'un carnet d'adresses.
À ses côtés, on retrouve Esther Louve, médecin légiste, brillante et dotée d'une faculté d'analyse hors du commun. Elle lit les corps comme on lit les poèmes abîmés. Elle n'autopsie pas les morts, elle les écoute. Et entre eux, l'amour. Oui, l'amour, au milieu de cette obscurité. Il fallait oser. Alors, Madame le Président, on vient vous dire que cette histoire d'amour n'est pas nécessaire, que c'est du classique. Non mais attention, ici on ne parle pas d'un amour à la guimauve, mais d'un flirt d'une comédie romantique. Bon, même si je l'admets, les deux sont vêtus de cuir. Bon, il s'agit d'un amour cabossé et maladroit entre deux personnes à l'enfance pénible. Un amour entre un flic qui ne supporte pas la vue du sang et une femme dont le quotidien est peuplé de cadavres. Non mais alors si ça, c'est du classique. Bon, après on a vu plus simple, je vous l'accorde. Mais cette équation bancale est étrangement sincère, puisque cet amour suffit à faire battre mauvais cœur. C'est aussi pour cette raison que ce polar est un beau roman, une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. L'enquête menée par ce duo de protagonistes se révèle captivante. On se croirait plongé dans une partie de Cluedo version socialisme. Pour les armes du crime, vous avez le choix. Une pince Monseigneur, un couteau à dents et hop, un châssis de porte. Oh là là, bah dis donc, le choix est vaste. Quant à l'identité du coupable, les soupçons vont bon train. Nos accusations fusent, puis se rétractent. Les indices, distillés avec justesse, entretiennent le suspense sans trop en dévoiler. La résolution de l'enquête offre un véritable coup de théâtre, car même si l'on croit tenir une partie de la vérité, les révélations finales dépassent toutes les attentes. Mais surtout, le cynisme distillé avec humour tout au long de l'enquête installe une atmosphère singulièrement rassurante, permettant d'aborder une affaire de meurtre sans trop heurter notre sensibilité. Quant à la sempiternelle plainte du procureur en mal de reconnaissance littéraire, oh, c'est vrai, quelle injustice! Aucun procureur dans mauvais cœur. Mais avouons-le, un héros qui parle plus qu'il ne court, c'est du Zola, pas du polar. Alors, Monsieur le procureur regrette également que ce livre idéalise la classe ouvrière, ainsi que l'utopie imaginée par Godin. Par ailleurs, il se montre critique à l'égard des crimes commis en son sein. Mais enfin, vous n'avez pas compris que Mauvais cœur confronte la souffrance et l'obscurité à l'idéalisme d'un mode de vie aux meilleures intentions? Madame le Président, ne vous laissez pas distraire par le sang, par les armes, par le mal, non, car l'essentiel est ailleurs. Mauvais cœur pose cette question essentielle. Le bien collectif peut-il justifier de sacrifier le bien-être d'un individu? Mauvais cœur nous amène également à nous poser la question suivante. Se faire justice soi-même amène-t-il à l'apaisement? Le polar ne donne d'ailleurs pas de réponse toute faite. Il laisse cette question ouverte, comme une plaie qui ne cicatrise pas. On ressent, je vous l'assure, durant toute notre lecture, le poids assassin du silence et de la colère. Contrairement à ce qu'affirme l'accusation, Mauvais cœur ne fait pas l'apologie de l'excuse. Il ne justifie rien. Il montre la faille, l'abandon, l'attente trop longue. Et dans cette attente, la naissance d'une âme torturée. Pas une ombre de fiction, non, une réalité crue d'humanité blessée. Mauvais cœur ne nous parle pas simplement de crimes. Il nous parle d'enfance abandonnée, de colère muette, de justice dérobée. Il nous parle de cette douleur invisible que l'on porte trop longtemps jusqu'à ce qu'elle explose. C'est pour cette belle plume, cette intrigue magnifiquement ficelée et ces réflexions sous-jacentes que toute critique de Mauvais cœur sera, sans mauvais jeu de mots, parfaitement malvenue. Et c'est sur cette référence malicieusement tirée d'un autre titre de l'autrice, oui, monsieur le procureur, l'autrice, que je plaide, Madame le Président, et que je sollicite de votre part, plutôt qu'une sentence, un serment. Faites jurer à Mauvais cœur de continuer à battre, page après page, pour que jamais la littérature policière française ne perde ses couleurs. Et si vous n'avez pas pu saisir ces subtilités dans votre lecture, monsieur le procureur, je ne peux vous dire qu'une chose, je vous pardonne,
car ce soir, Madame le Président, Mesdames et Messieurs, je vous l'affirme, ce mauvais cœur a de l'âme, et bien plus que celui qui le blâme, même à contre-cœur. Merci, Maître Finance. Madame Brière, levez-vous. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à votre défense? Non, Madame le Président. Je vous remercie. On va passer au dossier suivant. J'appelle Monsieur Tassel pour « On ne sait rien de toi ». Bonsoir, monsieur. Je vous remercie de décliner à la Cour et au public vos noms, prénoms et date et lieu de naissance. Je m'appelle Fabrice Tassel, je suis né le 5 juin 1970 à Carhaix, dans le Finistère. Très bien. Vous êtes assisté de maître Mathilde Perche, avocat au barreau de Dijon. C'est bien cela? Tout à fait. Vous avez entendu ce que j'ai dit au précédent, hein, vous répondez aux questions, s'il vous plaît. Tout à fait. Vous comparaissez, monsieur Tassel, pour avoir écrit ce livre « On ne sait rien de toi ». Vous en êtes bien l'auteur? Je confirme. Très bien. J'ai lu, monsieur Tassel, que vous ambitionniez de visiter 100 pays. Vous en êtes où? 54, Madame le Président. Alors, que ça nous serve au moins à quelque chose que vous comparaissiez devant cette cour ce soir, dites-nous au moins dans les 54 que vous avez visités, où est-ce qu'on doit impérativement aller? Je vais peut-être soulever un problème moral, mais je conseillerais fortement le Myanmar, la Birmanie, pour la beauté du pays et aussi parce que je sais que beaucoup de gens disent qu'il ne faut surtout pas aller dans des dictatures. J'ai pu ressentir un sentiment inverse tant la population avait plaisir à rencontrer des gens venant de loin. À chacun de faire selon sa conscience. Une autre suggestion? L'Italie. Très bien. Je me suis demandé, monsieur Tassel, en lisant cet ouvrage, « On ne sait rien de toi », si vous aviez bien votre place ici. Vous qualifieriez vraiment votre livre de polar ou vous le qualifieriez autrement? C'est juste, Madame le Président, je ferai une distinction entre polar et roman noir. Je revendique la lenteur, je revendique l'absence de sang, je revendique une dimension psychologique. Je suis un peu là des livres où il se passe quelque chose toutes les 2 pages, voire toutes les pages. Donc je ferai un distinguo et je me mettrai plus volontiers dans la catégorie des romans noirs. Je vous remercie. Votre personnage principal, Charles Perrière, est incapable d'être heureux, mais est follement orgueilleux, dominateur. Il inspire beaucoup d'antipathie chez le lecteur. Vous avez trouvé où cette inspiration pour ce personnage? Mais, vous savez, madame, j'aurais aimé ne pas écrire ce livre. J'aurais aimé raconter un monde où il n'y a pas d'hommes manipulateurs, tricheurs, amateurs d'emprise, amateur de violence psychologique. J'aurais aimé, sinon le plaisir de me retrouver devant vous ce soir, j'aurais aimé ne pas écrire ce livre. Donc cette inspiration remonte peut-être à une dizaine d'années avec tous les événements que nous connaissons. Beaucoup d'autrices s'en sont emparées. Il me semblait intéressant qu'un homme se penche sur ses propres turpitudes, non pas les miennes, mais celles de mon genre. Il y a trop d'hommes qui ressemblent à Charles Perrière et j'espère qu'en portant son profil à la connaissance du public, cela pourra faire réfléchir d'autres hommes. Et je suis souvent triste quand dans les salons du livre ou les manifestations comme celle-ci, 98% des personnes qui viennent m'acheter mon livre sont des femmes. Je suis tellement heureux quand un homme, souvent accompagnant sa femme, visiblement à contre-cœur, daigne enfin s'emparer du livre et faire la promesse de le lire. Nous vous remercions, monsieur Tassel. Mes assesseurs ont-ils des questions?
Ils sont pas très bavards, mes assesseurs. Hein. Bon. Monsieur le procureur, Madame le procureur, pardon, des questions. Pas bavarde non plus, la procureure. Eh bien, vous avez la parole, Madame le procureur, pour vos réquisitions. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur Tassel. Merci, Madame le Président. Au moment de requérir contre On ne sait rien de toi, puisque ce livre sera condamné, titre intrigant, promesse d'un polar sensationnel, je voudrais d'abord vous démontrer que, en réalité, on en sait beaucoup en consultant la fiche Babelio de ce polar. Parce que j'ai l'intime conviction qu'on a les lecteurs que l'on mérite. Il y a d'abord et évidemment les avis que je qualifierais de construits. Celui de Calimero 29, Julie Lémaud, Marion Ly, Debobouc. Et puis il y a les avis un peu moins modérés, manquant peut-être légèrement d'objectivité, à l'instar de celui de la grande et fameuse critique littéraire, Sorcière Bouquine. Je la cite. L'auteur tient son lecteur en haleine durant tout son roman. Au bout d'un moment, on en vient même à lui en vouloir. On rêve de le choper par le callback, en lui hurlant « Alors, ça vient ou pas cette révélation ?» Tant de suspense, tant de tension. En réalité, j'ai l'intime conviction que Charles, personnage central, est en réalité le fantasme de son auteur. Le rêve d'un homme déconstruit, se donnant le droit au barbecue si décrié par Sandrine Rousseau, le droit à l'infidélité, le droit à la violence. Parce qu'évidemment, le policier blanc, chef de l'IGPN, est nécessairement le masculiniste toxique. Il trompe Aline avec Myriam, n'accepte pas l'homosexualité de sa fille, et surtout, Charles est violent, violeur. Il aime la fesser et attacher ses partenaires. Et surtout, comme tout bon flic qui se respecte, il est un voyou. En même temps, Charlie est un flic, donc Charlie est nécessairement un peu bête. J'y ai cru aussi pourtant un peu d'originalité. Le personnage principal semblait un flic intègre, un bœuf carotte, certes, mais flic quand même. Enfin, du coup, compte tenu de l'évolution de sa prostate, peut-être plus bœuf que carotte. Nous découvrons donc un père égoïste, homophobe, manipulateur. Alors, si M. Tessel ne passe pas aux aveux, il est flagrant qu'il n'aime pas les femmes. J'ai pourtant cherché un personnage féminin intéressant, qui ne parle pas de Charles, qui ne tourne pas autour de notre Charlie. Calimero 29 le signe. Nous sommes face à des femmes courageuses, qui se lèvent à un moment pour dire « ça suffit » et retrouver leur dignité, en étant aidées par d'autres femmes. Aline est un professeur de l'éducation nationale. Donc Aline a beaucoup le temps de penser à Charlie. Aline est respectable. Elle accepte les tromperies de son mari. Elle accepte de se voir séparée de ses enfants. Aline est aidée par Dominique, la juge d'instruction la plus oisive des tribunaux de France. Un juge d'instruction qui conduit une enquête sur du rien, sur du vide, parce que passionné et sans doute pas suffisamment occupé. Dominique, quelle femme Dominique! Elle aime la cigarette, elle est rebelle. Elle se frotte les pieds lors des interrogatoires qu'elle conduit. Domi est une femme forte, une femme de poigne, de pouvoir qui renversera Charles, ce double face. Mesdames et messieurs, c'est décidé. Je quitte le parquet, moi aussi je vais me frotter les pieds et me promener au but de Chaumont. Et puis il y a Myriam. Ah, Myriam. Bon, si quelqu'un peut arroser Myriam. Ou Alexandra, la fille rognée par son père, l'aînée rebelle. Forcément, Alex, elle aime les femmes. Elle travaille dans la mode à Paris, elle vit dans le Marais. Alexandra méprise Charles. Elle est courageuse. Mais bon, vous comprenez, la prison c'est bien, mais plutôt pour les autres. Ce livre n'est en fait qu'un tribut à la gloire des hommes tant la femme est caricaturée. Je requiers donc votre culpabilité, journaliste de votre État. M. Tessel est un journaliste qui se décrit comme ayant commencé par diriger le service société, couvrant secteur de la mode, de la joaillerie, des voyages, la gastronomie, l'œnologie, la tech. Monsieur, vous êtes coquet, et donc à l'instar de votre roman, vous êtes un homme de gauche.
Et puisqu'il ne s'agit que de condamner votre livre, la société appréciera que l'on sépare l'œuvre de son auteur. Madame le bâtonnier, mesdames et messieurs les jurés, c'est à regret que je ne requiert que la condamnation de ce livre. Une peine de publication perpétuelle du polar au sein du journal Valeurs Actuelles, que son auteur devra soumettre au contradictoire sur le plateau de la matinale de CNews. Merci, Madame le procureur. Maître Perche, vous avez la parole. Madame le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurys, permettez-moi de commencer par une évidence insoutenable pour certains, surtout pour Madame le procureur. Oui, Fabrice Tassel a écrit un roman noir, un vrai, un récit sans concession, qui n'a pas été passé au filtre du politiquement correct, ni emballé dans du papier recyclable. Et pire encore, il l'a publié, en pleine conscience. Mais que lui reproche-t-on réellement? L'accusation vient nous dire que Fabrice Tassel est un journaliste coquet, passionné d'horlogerie, d'œnologie et de gastronomie. Effectivement, c'est un homme cultivé. Et pourtant, on le traite comme un délinquant coupable de sexisme, alors que son seul point commun avec Nicolas Bedos est d'être journaliste. Alors certes, Fabrice Tassel est un mâle, français, en provenance du fin fond du Finistère et journaliste dans un média de gauche, ce qui apparemment constitue aujourd'hui le combo parfait pour une mise à mort symbolique. Alors, Madame le procureur entend reprocher à Fabrice Tassel que le personnage principal soit un homme antipathique, un flic blanc, infidèle, autoritaire, viriliste, qui aime attacher ses partenaires. En résumé, on reproche à Charles d'aimer donner des fessées. Mais alors, Madame le procureur, si cela était de mauvais goût, comment expliquez-vous les 100 millions d'exemplaires de 50 nuances degrés vendus à travers le monde? Je suis même prête à parier que pour certains dans cette salle, la lecture de ce roman a éveillé bien des curiosités, peut-être même quelques fantasmes. Enfin, soyons honnêtes, si ce livre avait été intitulé « 50 nuances de consentement éclairé avec validation écrite préalable par voie d'huissier de justice », aurait-il vraiment eu le même destin? Permettez-moi d'en douter. Bon. Et puis si Madame le procureur souhaite s'appuyer sur des avis trouvés sur le net, permettez-moi à mon tour de vous donner lecture de 2 avis Google concernant la cour d'appel de Dijon. Pour citer Hérobrine du 21, reçu comme un chien par les magistrats. Encore Sam Def, les locaux sont juste magnifiques, dommage qu'une petite juge de province officie dans une si belle salle. Alors, Madame le procureur, pour reprendre vos termes, j'ai l'intime conviction que l'on a les justiciables que l'on mérite. C'est donc pour moi un immense honneur de défendre des 3 ouvrages présentés ce soir, le moins étoilé sur Babelio. Alors c'est vrai, si l'on écoute certains de ces avis, ce roman mériterait presque un traitement à la Darmanin. Fin du sursis, peine ferme, affaire classée. Mais je vous en prie, n'instrumentalisons pas Babelio comme s'il s'agissait de la Cour de cassation. Calimero 29 et Sorcière Bouquine, aussi attachants soient-ils, ne sont pas les juges suprêmes de la littérature. Ce sont de simples lecteurs, et dans ce pays, malheureusement, on a encore le droit d'avoir mauvais goût. Bon, je vous comprends, Madame le procureur, on s'attendait à une enquête. Une vraie, façon Agatha Christie, suspect, rebondissement, tension. Au final, pas d'Orient Express. On a été relégué dans un comportement bien moins glamour, la prostate de Charles. Ambiance urinaire, pas vraiment criminelle. Alors je vous l'accorde, après une centaine de pages passées dans l'intimité pelvienne de Charles, j'en suis également venue à me poser une question. Fabrice, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que la prostate de Charles t'obsède à ce point? Alors je me suis renseignée, sérieusement. Et tenez-vous bien, messieurs, car oui, je sais que cette information va en concerner plus d'un parmi vous, surtout les plus de 50 ans. Les troubles de la prostate sont souvent associés à des personnalités anxieuses, ultra-contrôlantes, qui répriment leur colère, leur frustration, et qui parfois vivent dans une certaine gêne vis-à-vis de leur sexualité. Mais rassurez-vous, la médecine chinoise a tout prévu. Des plantes, des points d'acupression, des exercices de relaxation. Si certains d'entre vous veulent des remèdes, Fabrice et moi sommes à votre disposition, en toute discrétion. Mais là n'est pas le sujet. Au cœur de ce roman, c'est l'histoire de Charles Perrière. Modèle d'intégrité,
directeur de l'IGPN, Charles est un vrai spécialiste du bœuf carotte. Croyez-moi, le plat est indigeste. Charles fait mijoter les autres pendant qu'il cache ses propres casseroles dans le placard. À en reprendre les termes de Madame le procureur, Charles est un flic, donc un petit peu stupide. Devons-nous vraiment conclure que tous les représentants de la loi sont des brutes bornées et constipés de l'âme? Parce qu'à ce compte-là, les avocats sont tous narcissiques et aiment l'argent, les artistes des fumeurs de shit et les professeurs des dépressifs chroniques. Alors c'est vrai, les clichés, c'est pratique, ça évite d'avoir à réfléchir. Mais je m'égare. Revenons-en à Charles. Oui, Charles est un homme odieux, un père lamentable, pétri de lâcheté, de frustration et de violence trop bien dissimulée. Mais justement, n'est-ce pas là la définition même d'un personnage de roman noir? Un homme qui croit dominer alors qu'intérieurement il s'effondre. Car face à lui, il y a Dominique Bontet, juge d'instruction proche de la retraite, réputé pour sa méthode rigoureuse et son flair de vieille louve judiciaire. Et c'est elle qui, patiemment, va faire tomber le masque de Charles. Et c'est à ce moment précis que le roman se révèle. Alors oui, ce n'est pas tout à fait un polar, c'est une fausse piste, une sorte de diversion. Fabrice Tassel nous tend un piège. Parce qu'il ne parle pas d'un tueur en série ou de violence urbaine. Il nous attire avec les codes du polar pour nous parler de quelque chose de bien plus effrayant. Notre intimité. Et c'est justement là que réside la force du livre. Il vous désarçonne, vous échappe. Il vous parle de famille alors que vous attendiez une enquête. Il vous parle de désir quand vous vouliez du sang. Et il vous parle de vessie quand vous rêviez de suspense. Et c'est ainsi que Fabrice Tassel nous a progressivement plongés au cœur de la famille Perrière. Cette famille où l'on y trouve des silences, des absences, des vérités inavouées et surtout inavouables. On y voit remonter à la surface les secrets de famille, la fragilité des relations humaines, les dilemmes moraux, l'amour inconditionnel d'une mère, l'érosion silencieuse d'un couple, les méandres de l'institution judiciaire, l'angoisse du temps qui passe, la maladie, la mort. Ce livre est essentiel, parce qu'il ne raconte pas une fiction, mais il nous tend un miroir, et ce que l'on y voit est glaçant. En réalité, ce roman n'est pas une enquête, c'est une autopsie, celle d'un homme, d'une famille, d'un système. Et dans cette maison bourgeoise où les apparences font loi, les petites phrases, les regards qui tuent, les silences qui hurlent s'accumulent, jusqu'au jour où l'un d'eux se retrouve sur le banc des accusés. Alors je sais, le thème des apparences trompeuses au sein de la famille, les violences conjugales, les secrets enfouis semblent à première vue éculés. Tant d'écrivains s'en sont déjà emparés que l'on pourrait croire le sujet épuisé. Encore faut-il savoir comment le dire, comment l'écrire avec justesse et densité, sans sombrer dans les stéréotypes ni céder au pathos. Et c'est précisément ce que parvient à faire Fabrice Tassel dans On ne sait rien de toi. Il met en lumière non pas des drames spectaculaires, mais des fissures intimes, invisibles. Il donne voix à des existences ordinaires, à des destins discrets et pourtant bouleversants. Car ce roman nous interroge, il nous dérange, il nous renvoie à nos propres silences. Qui n'a jamais connu de près ou de loin une parole de trop, une blessure familiale irréversible, un éclatement douloureux de la sphère intime? Qui n'a jamais ressenti le poids d'un non-dit, l'impact d'un geste qui ne laisse aucune trace visible mais qui détruit tout à l'intérieur? À travers cette histoire, Fabrice Tassel dénonce une violence invisible, mais ravageuse. La violence psychologique, celle qui ronge, lentement, qui ne laisse pas de bleu sur la peau mais des cicatrices à l'âme, celle qui vous fait douter de vous, vous isole et vous brise. Une violence que l'on peine à nommer, à reconnaître, parce qu'elle se dissimule sous les masques du quotidien. Et c'est là la force de ce roman. Il ne se contente pas de raconter une intrigue, il nous parle, il nous confronte, il nous pousse à regarder en face ce que l'on préfère parfois ignorer. Parce que cette violence n'a pas de classe sociale, elle n'a pas de couleur politique, elle n'a pas de genre. Elle s'infiltre partout, tout le temps là où le silence est plus fort que la parole. Et c'est pour cela qu'il faut acquitter ce roman. Pas pour l'enquête, pas pour le style, mais pour ce qu'il révèle, pour ce qu'il bouscule, pour ce qu'il ose dénoncer. Il nous parle de crimes bien plus insidieux qu'un simple meurtre. Il ne s'agit pas de savoir qui a tué, mais de comprendre ce qui a tué à petit feu. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Mais combien meurent à l'intérieur sans que personne ne le voie? Combien vivent avec ces humiliations sous couvert de ce que l'on appelle l'amour? Combien s'éteignent lentement dans le silence, la honte et le repli? On ne sait rien de toi. C'est ce que disent les victimes à leurs bourreaux. C'est ce que les enfants murmurent à des parents absents. C'est ce que crie intérieurement une amie qui s'efface, une sœur qui coupe les ponts.
C'est ce que l'on se dit parfois à voix basse devant ceux qu'on aime et qu'on ne reconnaît plus. Et parfois, c'est ce qu'on se dit à soi-même, parce qu'on ne se reconnaît plus, parce qu'on s'est laissé faire, parce qu'on a laissé faire. Alors ce soir, j'ai une question, une seule. Et si c'était vous? Ce soir, je plaide pour ce roman, mais surtout, je plaide pour que chacun ici se demande honnêtement s'il a déjà été un Charles, s'il ne voit pas une Aline ou une Myriam sans oser lui tendre la main. Parce que dans cette salle, ce soir, il y en a forcément parmi nous. Et aujourd'hui, nous avons un pouvoir, et même un devoir, celui de ne plus détourner le regard, celui de croire les victimes et de nommer ces violences. Et surtout, de ne plus jamais se taire. Parce que se taire, c'est laisser faire. Et parler, c'est peut-être commencer à réparer. Et c'est pour cette raison, Madame le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, que ce soir, je vous implore d'acquitter On ne sait rien de toi. La Cour vous remercie, Maître Perche. Monsieur Tassel, levez-vous. Voulez-vous ajouter quelque chose pour votre défense? J'aimerais apporter une dernière information à votre connaissance. Je suis déjà en situation de récidive. Depuis quelques mois, j'essaie de me plonger dans la tête d'un homme qui sortirait de prison après avoir purgé une peine de 20 ans. Bien sûr, j'accompagne mon avocate, que je remercie dans cette longue et joyeuse épreuve. Mais si d'aventure vous deviez me condamner, ça serait un formidable terrain d'expérimentation pour mon prochain travail. Ne tentez pas trop la Cour, Monsieur Tassel. Ne la tentez pas. Je m'en remets à votre jugement. Merci. Mesdames, Messieurs, la Cour va se retirer pour délibérer et vous allez également délibérer dans cette salle. Mesdames, Messieurs, la Cour, veuillez vous lever, s'il vous plaît. La Cour. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, il y a eu 2 délibérations au cours de la journée. Ce jury littéraire, qui est aujourd'hui la Cour, a délibéré pour remettre un prix au meilleur des 3 ouvrages, entre Mauvais cœur, On ne sait rien de toi et L'Orfèvre. Et donc, je crois que c'est Madame la 2e adjointe au maire de Dijon qui va remettre ce prix. Donc, le jury littéraire a retenu le livre de Audrey Brière, Mauvais cœur. Voilà. C'est vous qu'on applaudit là. Bravo à vous, madame.
J'imagine que vous venez de passer une soirée délicieuse. Alors je ne vais pas encombrer l'infini avec d'autres mots que ceux qui ont été prononcés. Merci, merci de nous avoir fait vivre ces moments vraiment drôles, percutants, pertinents. Bravo aux avocats et avocates pour leur plaidoirie et merci aux auteurs pour ce qu'ils nous livrent. Madame, voici votre chèque. Il est encombrant, mais il est pour vous. Et voilà, bravo à vous, bravo encore. Et maintenant, vous avez voté ce soir pour la meilleure plaidoirie. L'avocat qui gagne ce soir est maître Mathilde Perche. L'audience est levée. Je vous invite à gagner le fond de la salle et à acquérir les livres et à vous les faire dédicacer. Je vous souhaite une bonne soirée.